Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme chaque jeudi avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Vous allez bien? Il fait froid, mais enfin ça va. Oui, c'est vrai, il fait froid. Ça va, vous dormez bien en ce moment? Oui, aucun problème. Bon, c'est essentiel. J'ai une première question, c'est basé sur une citation. Oui. Et vous allez devoir deviner qui a dit cette citation. Sans Dieu, nous sommes embourbés dans le matériel. Sans Dieu, la société devient grossière. Et sans Dieu, la démocratie ne peut pas durer longtemps. Si jamais nous oublions que nous sommes une seule nation sous Dieu, alors nous serons une nation submergée. Bernanos? Non. Alors déjà, c'est une traduction. Et c'est un Américain qui a dit cette phrase. Et c'était dans les années 80. Dans les années 80. Ronald Reagan? Ronald Reagan. C'est Ronald Reagan qui a prononcé ce discours, cet extrait de discours en 1984. Et je voudrais, sur cette base, vous faire réfléchir un peu sur que devient justement la démocratie américaine en ce moment, alors que justement la pratique religieuse et la croyance religieuse est en train progressivement de s'effondrer. Elle ne s'est pas vraiment effondrée aux États-Unis. Elle a baissé. À la place d'être 80%, on est à 60%. La plupart des gens continuent à avoir des contacts avec leur église, leur synagogue ou je ne sais pas quoi. Mais il est tout à fait certain que l'enseignement qu'on donne dans les universités, en particulier aux États-Unis aujourd'hui, enfin dans la plupart des grandes universités, est complètement antinomique avec toute réflexion spirituelle, quoi. C'est ce que disait Chesterton, qui était un homme que j'aimais beaucoup, qui était un philosophe anglais qui s'est converti au catholicisme d'ailleurs, et qui avait écrit des choses admirables, mais qui avait aussi fait je me souviens son exemple, je ne sais pas sûr, mais Father Brown, qui était une espèce de moine au XIIe siècle qui faisait des enquêtes à la Sherlock Holmes dans les États-Unis, en Angleterre à l'époque. Et donc il disait quand les hommes ne croiront plus en Dieu, c'est pas qu'ils croiront en rien, c'est qu'ils croiront en n'importe quoi. Et si vous voulez, c'est exactement ce qui se passe dans les universités finalement. Qu'est-ce qui se passe? On enseigne aux enfants que par exemple pas de différence entre les hommes et les femmes. Bon, c'est voilà une nouveauté, mais et on leur enseigne toute une série de calembredaines, le racisme blanc, etc. Et ça rend les gens, on leur bourre le crâne de tellement de notions inutiles que finalement on leur apprend plus les trucs utiles qui pourraient les aider dans la vie. Et on voit que par exemple quand les universités chinoises forment 90 ingénieurs, les universités en forment un ou deux. Donc, il y a une espèce de dérive de ce qu'on appelait les sciences sociales, ça n'a rien de science, et qui est assez alarmante parce que ça ressemble beaucoup à de la magie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... Et c'est là justement où un homme comme Jordan Peterson qui émerge est très intéressant parce que il ramène sans arrêt les faits. Les faits. Et il porte une condamnation sans appel sur les universités. Donc je crois, on retrouve exactement ce que disait Schumpeter il y a bien longtemps, dans les années 40. Il disait le drame du capitalisme, je cite de mémoire, mais enfin c'est l'idée, c'est que le libéralisme va permettre le développement de la richesse, du niveau de vie. On va se retrouver avec un niveau de plus en plus élevé, et donc la demande la plus normale à ce moment-là, c'est qu'on éduque tous les enfants de la même façon, enfin qu'il y ait une poussée d'éducation terrible. Et ça va nous faire arriver toute une série de faux intellectuels qui, étant déçus parce qu'ils sont passés 8 ans ou 10 ans dans l'étude supérieure, ils trouvent pas de boulot après parce que, si vous voulez, sur la sociologie des fourmis rouges dans le désert de Gobi, il y a assez peu de demandes, vous voyez ce que je veux dire, donc ils deviennent des faux intellectuels et ils sont très fâchés quand ils trouvent pas de boulot. Et à ce moment-là, ils deviennent marxistes et ils expliquent que s'ils échouent, c'est la faute des autres, c'est pas parce qu'eux ils ont raté leur truc. Et donc cette façon qu'on a, c'est la nouvelle éducation qu'on donne aux enfants, c'est que rien n'est de leur faute et qu'ils ne sont responsables de rien et qu'ils n'ont pas de moyens d'action. Et ça nous amène dans des désastres
phénoménal. Donc, moi, je suis vraiment surpris par cette espèce d'extraordinaire chute de la responsabilité individuelle, quoi, qui est la base de la démocratie. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie si chacun ne se sent pas responsable de cette démocratie. À partir du moment, si vous voulez, on vous dit que c'est une fausse démocratie, qu'il y a des gens qui n'en profitent pas, que d'ailleurs moi, etc. Ben, c'est une théorie de l'irresponsabilité. Ça peut amener en effet qu'à la chute de la démocratie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Ronald Reagan parce qu'il était parfaitement joyeux et parfaitement optimiste. C'était un homme qui respirait la joie de vivre. Donc chaque fois qu'il pouvait faire une blague, il la faisait. Mais en même temps, quand il fallait prendre des décisions dures, il les prenait. Et cette espèce de façon qu'on a d'expliquer aux gens que, un, ils ne peuvent rien faire sur leur destin et que, deux, de toute façon, le monde est pourri et dégueulasse, c'est pas le but d'une éducation. Ronald Reagan, d'ailleurs, c'est pas votre président préféré américain ? Oui, c'est de loin le préféré. Il m'amuse beaucoup. J'ai connu des gens qui avaient travaillé avec lui et il était paresseux comme une couleuvre. Hein, mais par contre, quand il donnait du boulot à un type de le faire, s'il le faisait pas bien, il dégageait. C'était pas... Non, Ronald Reagan, c'était ce qu'il y avait de mieux en Amérique. Je veux dire par là cette espèce de joie de vivre et de dire vous inquiétez pas les gars, si on s'y met tous ensemble, il y a une solution. Et c'était déjà ce que disait Tocqueville, parce que Tocqueville, il avait une phrase quand il avait écrit de la démocratie en Amérique, c'était intéressant. Il comparait la religion en France et la religion en Amérique. Et il disait la religion en France, elle est complètement monopolistique, c'est-à-dire c'est le catholicisme qui a tout pris. Bon, il y a des petites poches protestantes ou des juifs, mais enfin, on était complètement dominé par le catholicisme à l'époque. Il dit ce qu'il y avait aux États-Unis, c'est que comme il y a 30 formes de protestantisme, 3 formes de judaïsme, il n'y a toujours qu'un catholicisme, il y a une concurrence dans les églises, et donc vous pouvez toujours trouver une église qui vous correspond. Ouais. Et donc il y avait une offre beaucoup plus importante, ce qui a permis aux Américains de rester religieux beaucoup plus longtemps que nous. Mais cette espèce de religion qui arrive des universités est en train de détruire cette faculté qu'avaient les gens de... Je suis étonné, par exemple, que... Je ne sais pas, mais... Un truc qui est complètement idiot, c'est... Bon, les hommes et les femmes, c'est pareil. Vous avez décidé d'être un homme, moi aussi, et puis il y a des gens qui décident d'être des femmes, sauf qu'on n'est pas tout à fait pareil, quoi. Et maintenant, un peu partout, il y a des juges qui disent que les hommes et les femmes doivent faire des compétitions ensemble en sport. Mais elles sont ratatinées. Elles sont ratatinées, c'est complètement injuste. Donc c'est extraordinaire de faire passer une idéologie contre une justice qui est facile à repérer, c'est-à-dire que moi, je sais pas, la meilleure joueuse de tennis, elle se fera abattre tous les jours par le 100e joueur mondial, quoi. Il n'y a pas photo. Oui, mais d'ailleurs, il y a eu des matchs de tennis comme ça entre hommes et femmes. Alors il y a un film qui est sorti récemment sur le seul match dans cette série où une femme avait effectivement réussi à battre un homme qui était, je crois en plus, qui a été retraité depuis plusieurs années du tennis, donc il a été sous-entraîné, enfin bref. Mais sinon, il y a aussi un type qui était, je sais plus, 200e mondial du classement homme et qui a battu les 2 sœurs Williams dans le même après-midi. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas photo. Moi, j'ai été bon joueur de tennis, enfin, j'étais à 0, quoi, c'était bien. Je battais la 7e ou 8e femme mondiale, 6-3, 6-3, ça. Oui, forcément, c'est pas pareil. Différent. Mais non, on n'a pas la même. L'homme, dans son buste, a une force qui est à peu près 3 fois celle d'une femme. Ouais. Donc, il n'y a aucune chance, quoi. Pareil, on connaît le test pour savoir si vous êtes un homme ou une femme, c'est si vous savez ouvrir le pot de cornichon. Oui, le pot de confiture le matin, là. Dans le poignet, je crois qu'on a 2 fois plus de force qu'une femme. C'est assez impressionnant. C'est qu'on n'avait probablement pas les mêmes rôles, quoi. Et alors, on va rester un peu sur les États-Unis. On a un créateur de BD américaine
le créateur de la BD Dilbert, Scott Adams, qui a fait, je sais pas trop ce qu'il lui a pris. Bon, enfin d'un coup, il a fait une vidéo chez lui, sur son bureau. Et alors, il dit pas mal de trucs dans cette vidéo, et j'ai trouvé qu'il y avait surtout une phrase qui était intéressante et qui, à mon avis, rendait compte de ce que peut-être de plus en plus de gens pensent aux États-Unis. C'est-à-dire, il dit voilà, j'ai voulu aider les Noirs américains toute ma vie. Oui, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. La seule réponse que j'ai reçue à chaque fois, c'était de me faire traiter de raciste. Du coup, j'en ai marre. J'arrête. Il a dit ça, mais il a dit aussi autre chose qui est très profond, c'est que ce qui l'a beaucoup troublé, c'est qu'il y a eu un sondage fait chez les Noirs américains qui leur demandait aux Noirs américains est-ce que vous considérez que l'homme blanc est un ami ou pas? Et il y en a 50% qui ont dit que c'était un ennemi. Alors il dit après m'être cassé la nénette d'avoir 50% des gens qui disent tranquillement que c'est un ennemi. Et c'est là où j'en veux beaucoup à Obama. Parce qu'Obama est arrivé et tout le monde s'est dit ça y est, on a un noir président des États-Unis, ça va apaiser la situation. Et en fait, la présidence Obama, c'était la présidence où on a ressorti toutes ces vieilles calembredanes. C'est-à-dire que lui, il a c'est sa justice, etc. C'est eux qui ont fait renaître dans la communauté noire le fait qu'ils étaient martyrisés, etc., etc. Alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, la réémergence des luttes raciales aux États-Unis, ça date d'Obama. Et je crois que ça a été c'est qu'aussi le président qui a le plus fait de guerre, qui a le plus tué de gens par drone, qui a quand on nous le présente comme Saint Obama, j'ai l'impression que ça a été sans doute le pire président des États-Unis, quoi. Ouais, en tout cas, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que même en dehors du fait de porter un jugement de valeur, en tout cas, c'est un président qui, dans les faits, ne correspondait pas du tout à l'image qu'il voulait donner de lui et que la plupart des médias donnaient de lui. C'est lui qui a complètement noyauté le ministre de la Justice, on le sait maintenant, avant l'arrivée de Trump, de façon à ce que Trump ne puisse pas gouverner, quoi. Mais ça a été fait, ça va être prouvé petit à petit, ça prend un temps fou, mais ça finira par sortir. Donc, en même temps, il a dévoyé les institutions américaines. C'est-à-dire, justement, pas un président avant n'avait osé noyauter le ministère de la Justice, parce qu'en principe, c'est un truc auquel on ne touche pas. Donc, c'est vrai, l'Amérique figue un mauvais coton, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est des trucs qui viennent de loin. Hein. Et donc, cet auteur de BD, juste après avoir fait cette vidéo, il a été liquidé par tout le monde. Quelques heures, évidemment, tout le milieu de l'édition américaine l'a lâché. Dilbert, vous savez, pour ceux qui ça se passe dans les petits bureaux. Vous savez, vous avez le chef qui a des cheveux pointus comme ça. Ouais, ça veut dire j'ai pas trop connu, mais oui, il y a. C'est très connu aux États-Unis. Ça décrit la vie dans le fond chez IBM, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et cependant, il a été quand même, c'est ce qui m'a fait réfléchir sur quelque chose qui en plus fait écho aussi à la citation que j'avais ressortie tout à l'heure. C'est qu'il a été soutenu par Elon Musk, en fait, ce créateur de BD. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une espèce de sécession au moins virtuelle entre un monde culturel, économique qui s'identifierait plutôt comme conservateur et un autre mainstream mais qui dérive de plus en plus vers la gauche. Mainstream, je sais pas, parce que en fait c'est plutôt régional. Quand vous regardez les États-Unis, vous voyez très bien que ce monde qui a condamné Dilbert, il est sur la côte Est, il est sur la côte Ouest, et il est à Chicago. Et puis à part ça, il n'y a rien. Donc mais c'est là où il y a un maximum de population, et c'est là où, dans le fond, on élit le président des États-Unis. Bon. Eh bien, en fait, il y a des gens qui, aux États-Unis, commencent à parler de partition. Oui. Qui disent, écoutez, il n'y a rien qui nous unit, on ne veut plus vivre ensemble, foutez-nous bien la paix, quoi. Maintenant, on va partir, Ou alors, l'alternative à la partition, c'est que les États locaux reprennent beaucoup plus de pouvoir sur l'État central. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça serait un raz-de-marée géographique pour les républicains, parce que vous regardez les dernières élections, vous mettez en rouge les républicains, en bleu les démocrates, et vous voyez que les démocrates sont extraordinairement limités dans cette espèce de pourtour des États-Unis, et que les républicains sont partout ailleurs, quoi. Donc, alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais encore une fois, il y a des espèces de ferments de dislocation dans nos sociétés qui sont très visibles.
Et même, ça m'a fait réfléchir à un truc, même au-delà juste de la société américaine. Je me dis, quand on voit ce genre de truc, et en plus avec la culture Internet un peu mondialisée, la plupart des Français aujourd'hui, c'est parler anglais, enfin voilà. Je me dis, est-ce que littéralement, un conservateur français et un conservateur américain sont pas plus proches entre eux qu'avec des woke ou des gauchistes de leur propre nation? Alors, ça se pose ça comme pose question. une question. J'ai lu un article très intéressant qui venait des États-Unis. Et je sais pas trop. Vous savez, de temps en temps, vous lisez quelque chose et vous savez pas trop quoi en faire. Il faut réfléchir. Oui. Donc là, Oui, je vais vous dire un truc. Je sais pas trop quoi en faire. J'ai souvent parlé ici des hommes des arbres et des hommes des bateaux. Vous savez, j'avais dit les hommes des arbres, c'est les types qui sont... C'est une notion qui vient de Polynésie. Les hommes des arbres, ils se mettent sous leur arbre, ils attendent que la noix de cocon tombe, ils sont très contents et tout va bien. Et les hommes des bateaux, ils coupent l'arbre, ils font une pirogue, ils vont voir dans l'île d'à côté si c'est pas mieux. Donc, ça fait longtemps que je me sers de cette distinction pour expliquer depuis une dizaine d'années l'émergence, dans le fond, de gens des arbres, Marine Le Pen, j'en sais rien, ou son père, et puis des gens des bateaux, Attali, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout le monde a compris cette notion. Mais j'ai lu un papier qui m'a beaucoup troublé, et encore une fois, je sais pas comment faire, hein, donc, mais je vous le dis parce que justement, c'est intéressant. Et le raisonnement du type disait, ce qu'il y a d'étonnant maintenant avec la nouvelle race, parce qu'il y a toujours eu des hommes des bateaux, mais la nouvelle race des hommes des bateaux, c'est qu'ils n'ont plus aucune attache régionale, patriotique à un pays. Autrefois, si vous voulez, les Britanniques, bon, ils allaient coloniser la moitié du monde, mais ils étaient anglais quand même. C'était avec le drapeau de l'Angleterre. Oui, ils étaient anglais. Tandis que là, il n'y a plus du tout ça. Il y a une espèce de classe mondiale, donc il faut qu'ils se réunissent à Davos, allez, et qui n'a plus aucune attache et qui traite, en quelque sorte, les pays et les gens en dessous comme des gens qu'il faut coloniser et dont il faut extraire le maximum. Ils n'ont plus aucune attache avec le pays. Ils cherchent simplement, en tant que classe, à piquer le maximum de prix de trucs dans tous les pays, mais le leur y compris. C'est-à-dire qu'ils ils cherchent pas à maintenir l'unité dans leur pays, ça les intéresse pas, ils en ont pas. Et donc c'était vraiment cette émergence d'une classe mondiale, mais mondiale au point qu'elle ne respecte même pas plus la terre de ses ancêtres. Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est une nouveauté. Hein. C'est ce que cette notion, ce que le sociologue anglais David Goodhart appelle les somewhere et les anywhere. Mais justement, les anywhere, c'est maintenant, ils sont pas somewhere, anywhere, ils sont nowhere. Oui, c'est un peu ça. Oui, ils sont nowhere, c'est-à-dire qu'ils, dans le fond, je sais pas ici où ils opèrent à partir d'une île dans les Caraïbes ou j'en sais rien, mais leur seul but, ça semble être d'accumuler le maximum de fric en pompant les populations en dessous sans aucun égard pour les populations. Et il y en a même qui disent, de toute façon, il y en a beaucoup trop, il faut qu'on retourne à 500 millions d'habitants sur la Terre. Donc, ils nous considèrent comme des rats qu'il faut éliminer, quoi. Oui, ils n'ont aucune considération. Ils ne voient pas le monde d'une manière organique. C'est un peu intellectuel pour eux, en fait. C'est juste, ils sont là pour prendre le maximum de fric. Mais c'est pas un but dans la vie de prendre le maximum de fric. Enfin, pas vraiment. En tout cas, qu'on en parle un peu quand on peut, mais pas le fric des autres. Quoi. En tout cas, faire du fric à la limite, ok, prendre le fric des autres, c'est plus délicat. Et surtout, c'est la base d'une société humaine, c'est que même le plus petit soit à peu près convenable, quoi, bien traité. Est-ce que c'est pas non, ils sont contre foot. C'est nouveau. C'est vrai. Et c'est une perte du sentiment religieux prodigieuse. Hein. Oui, aussi, évidemment. Parce qu'on peut dire ce qu'on voulait, mais les Carnegie, etc., ils n'étaient pas faciles en affaires, c'est le moins qu'on puisse dire, Roosevelt, mais ils avaient quand même une culture religieuse, ce qui les amenait de temps en temps à ouvrir des bibliothèques, ou j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sentaient un devoir vis-à-vis des gens qui avaient moins bien réussi qu'eux. Ça, c'est pas du tout le cas. Oui, non, là, au contraire, c'est vraiment un comportement de mec qui se prend pour Dieu, lui-même. D'un Dieu mauvais, quoi. Oui, en plus. D'un Dieu méchant, oui. Et si on croit pas si on croit en Dieu, on peut pas se prendre soi-même pour Dieu, quoi. Non, c'est ça, c'est la moindre des choses. Je vais sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Pas grave. La semaine de 4 jours. Apparemment, il y a de plus en plus de pays européens qui l'essayent et
qui l'adoptent. J'ai vu un article qui disait que 92% des entreprises britanniques qui l'avaient expérimenté vont la maintenir. Et on a un taux de burn-out qui a baissé de 71%, le nombre d'arrêts maladie qui a été réduit de 65%, et pourtant les bénéfices des entreprises apparemment ont légèrement augmenté pour les entreprises donc qui pratiquaient ça. On revient à la discussion qu'on a eue ici à plusieurs reprises sur la notion de travail. Si vous faites un travail assommant qui vous rase, etc., vous devez le faire parce qu'il faut faire bouffer les enfants ou que vous n'avez rien de mieux à faire. Et si vous pouvez le faire en 4 jours plutôt qu'en 5, autant. Et ça permet peut-être à la famille de tenir un peu mieux, quoi, d'être plus reconstituée, d'avoir plus de temps à consacrer aux enfants. Donc, il me semble qu'en effet, dans la mesure où ça permet, les gains de productivité le permettent, et il me semble que travailler le moins possible, si le travail qu'on vous fait faire est abominable, bien sûr, pourquoi pas. Mais je vois pas un professeur Raoul travailler 4 jours par semaine, comment est-ce que je veux dire, pour aller pêcher des crabes pendant les 3 jours qui restent, quoi, ça me paraît pas. Donc, encore une fois, on revient toujours à la notion de travail, punition, qui était le cas des Romains ou des Grecs, ou du travail accomplissement, qui est l'idée chrétienne. Mais si vous êtes dans un travail punition, oui, pourquoi pas, mon Dieu. Ouais. Mais il faut encore que ça foute pas en l'air la rentabilité des entreprises. Et ça, c'est là, nous, quand on a fait les 35 heures, parce que les 35 heures, c'est pas les 4 jours. Parce que si les 4 jours, on travaille 2 heures de plus par jour, ça revient au même. Ça revient au même. Oui, si vous travaillez 9 heures par jour, 4 fois par semaine. À la place de travailler 7 fois 5, 35, 7 heures par jour, vous travaillez 8h30 ou 9, c'est pareil, quoi. Puis ça change pas votre vie. Et peut-être pendant les 3 jours, vous pouvez faire des choses intelligentes. Mais oui, c'est vraiment, il faut bien comprendre ce qu'on entend par travail, parce que travail, ça veut pas dire toujours la même chose. Oui. Par exemple, les premiers, je comprends qu'ils prennent leur retraite quand ça les rase, quand ils en peuvent plus, quoi, le plus tôt possible, enfin quand ils ont de quoi payer. Et les deuxièmes, ils devraient jamais prendre leur retraite. Donc il y a quelque chose qui me surprend dans le monde actuel, c'est que c'est un monde qui, soi-disant, est fondé sur la connaissance. C'est la nouvelle idée. C'est aujourd'hui, on est dans un knowledge-based economy, c'est-à-dire c'est la connaissance qui est à l'origine de la croissance. Bon, c'est vrai d'ailleurs. Et on fout des tas de gars à la retraite à 60 ou 65 ans qui sont remplis de connaissances. Et ils servent plus à rien, ils vont jouer au golf, ils lisent le Figaro. Mais c'est effrayant. C'est-à-dire qu'on se prive d'un capital de connaissances culturelles incroyables pour foutre à la retraite des gars. Donc, je sais pas, on devrait peut-être penser, plutôt que de se focaliser sur la retraite comme on fait, à prendre ces gars qui ont peut-être fait Polytechnique ou j'en sais rien, et leur dire, est-ce que vous voudriez pas faire des task force pour aller aider les enfants dans les banlieues? Vous voyez, qu'on leur trouve une autre chose à faire, quoi. Ça me paraîtrait beaucoup plus intéressant que de leur dire, bon, vous allez vous acheter une maison sur le golfe de Saint-Cloud, et puis bonne chance. Et moi, j'ai parlé à un de mes amis récemment, il m'a dit, qui fait ça d'ailleurs, il m'a dit, moi j'ai l'impression que mon cerveau est devenu une balle de golf, quoi. Ouais. Alors que c'est un type assez... Mais oui, ils se ramollissent instantanément, surtout en plus avec l'âge et avec l'absence totale d'activité intellectuelle. C'est monstrueux. Ouais. Et surtout, ils étaient compétents, quoi. C'est pas... Si vous prenez un ingénieur, je sais pas quoi, qui a fait des ponts, des routes, etc., puis d'un seul coup, il se retrouve en train de lire le Figaro, tout ce capital qu'il a acquis, qu'il pourrait transmettre, on s'en sert pas. C'est une drôle d'idée d'avoir cet immense capital, surtout que maintenant que nos populations vieillissent, et qu'on ne fait rien. Mon fils, qui donc dirige la boîte, la Gafcal, vous savez, il dit toujours en rigolant, moi j'aime beaucoup les vieux parce qu'ils sont pas chers. C'est un chef d'entreprise, il dit, ils sont fous de bonheur de travailler, ouais. Et ils savent plein de choses, ouais, pourquoi pas. C'est un immense gisement, quoi. On les utilise maintenant dans la justice. Il y a eu une réforme de la justice, du coup, il y a quelques années, qui a supprimé le tribunal d'instance. Et en fait, ça fait que pour les litiges, je crois que c'est en dessous de 4 000 euros ou en dessous de 5 000 euros, d'abord, on fait appel. Généralement, c'est des retraités bénévoles. Et en fait, ils vont essayer de régler les conflits à l'amiable. Ouais. Donc, avec un micro-bagage juridique, mais surtout une espèce de joie de vivre. Voilà, ils vont voir les deux parties en leur disant...
oh Philippe, vas-y, laisse-le tranquille là. Mais voilà. on pourrait faire la même chose. Il pourrait aller des cours particuliers de maths ou j'en sais rien à ceux qui en auraient besoin. Donc il y a un immense réservoir de valeur qui n'est absolument pas utilisé. C'est vrai. Et en plus, pour le coup, une fois qu'on est retraité, si on n'a pas trop de pression financière, enfin qu'on peut vivre tranquillement déjà avec sa retraite, ça peut derrière, on n'est plus obligé d'exercer un métier qu'on n'aime pas faire. On peut vraiment je parle pour ceux qui aiment ce qu'ils font, quoi. Et voilà. Donc on peut être prof de tennis, prof de piano, prof de je sais pas quoi, cours particulier d'anglais. Il y a une espèce de... C'est-à-dire qu'on pense que les gens qui rentrent en savent autant que les gens qui sortent. Mais c'est pas vrai. Donc on pourrait organiser des espèces de retours des gens qui sortent vers les gens qui rentrent pour leur dire, vous savez, j'ai fait des tas de bêtises, mais je vais vous expliquer celles qu'il faut pas faire, quoi. Vous voyez. Je sais pas, il y a des trucs comme ça, quoi. Donc voilà pour la semaine de 4 jours. En tout cas, je pense que ça va être encore un domaine dans lequel en France on va être en retard. On a une conception du travail, je trouve, en France qui est un peu néfaste. Mais on pense que le travail c'est une malédiction, alors. Oui, on pense que le travail c'est une malédiction. On fait tout pour qu'on continue de le penser. Et je pense que justement ces métiers là qui sont concernés par ces semaines de 4 jours, c'est surtout des métiers du tertiaire où les gens savent pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'ils font. Enfin, ils se disent probablement quand ils ont un week-end de 3 jours qu'ils sont plus motivés pour travailler. Donc, à mon avis, ça offre un gain de productivité sur la même heure travaillée. À mon avis, c'est ça l'astuce. Moi qui ai eu 4 enfants, je vous assure que les week-ends de 2 jours, avec les 4 enfants à la maison, etc., j'étais vachement content quand le lundi arrivait, quoi. Je bossais le plus, c'était à la maison. Je bossais pas des masses, d'ailleurs. C'est vrai aussi que le truc, c'est que maintenant, les mecs du tertiaire, ils ont plus d'enfants. Donc, à la limite, ils en ont 1 ou 2 au maximum. Donc, forcément, oui, le week-end, pour eux, c'est calme, quoi. L'État français a mis entre 2018 et 2022 1,5 milliard d'euros dans le but de devenir un leader de l'intelligence artificielle. Sauf qu'il peut. Alors, on a assez peu de résultats. Donc, je pose une question qui, d'ailleurs, sort un petit peu de simplement le domaine de l'intelligence artificielle, mais qu'on a déjà d'ailleurs couvert. C'est est-ce qu'on jette l'argent par les fenêtres, littéralement ? Je ne sais pas si on jette l'argent par les fenêtres, mais dans une entreprise normale du secteur privé, vous avez d'un seul coup l'idée brillante que vous allez faire des papillons à vapeur ou j'en sais rien, vous voyez, des trucs, une idée nouvelle, quoi. Donc, vous réussissez à convaincre les gens de l'entreprise, on vous alloue un budget, puis vous lancez votre truc, et puis à l'arrivée, on regarde si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, comme le marché pour les papillons à vapeur est pas terrible, on vous coupe le crédit et puis vous allez faire autre chose, quoi. Bon. Mais ce qui me fascine avec l'État, c'est qu'on a eu le plan calcul, puis chaque enfant devait avoir un ordinateur à l'école avec Fabius ou je sais plus quoi. Puis enfin, on en a eu 25 qui nous ont coûté des sommes considérables et personne n'analyse jamais les résultats. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai rien. Mais il n'y a pas de vérification a posteriori des résultats de ces efforts qu'a fait l'État. Donc, c'est ce on avait discuté de ça la dernière fois, c'était le système de financement des salles de cinéma, où on avait parlé de cette histoire vous m'aviez raconté comment ça s'appelait, ce machin, vous savez, le machin qui était une espèce de... La plateforme Salto. Ouais. Donc, personne, et ensuite, non seulement personne ne vérifie que ça marche ou ça ne marche pas, mais personne ne fait un audit de là où le pognon est vraiment allé, et s'il y a eu des fraudes, personne n'est jamais puni. Donc, c'est pas le principe qui est mauvais, c'est qu'autrefois, ceux qui gaspillaient les deniers publics, en principe, ils étaient écartés les places de grève, ce qui donnait du poil aux pattes aux autres payeurs d'impôts, quoi. Ils se disaient, moi, je suis pas, moi, tandis qu'après, aujourd'hui, l'État en particulier en France, est mis en coupe réglée et pillé, mais littéralement pillé par des gens qui travaillent dedans. Et la seule chose qui arrive à ceux qui s'en plaignent, comme Charles Pratt, c'est d'être obligé de donner sa démission parce que on l'avait mis à vérifier l'état des chiottes au ministère de la Justice, quoi. C'était à peu près ça, quoi. Donc
Ce qui est très... Moi, encore une fois, je vais parler de ma famille. J'avais un grand-père qui était un haut fonctionnaire. Il vivait dans un petit village à la retraite dans le sud de la France. Et comme l'État français avait le monopole du courrier, quand il devait envoyer un courrier à quelqu'un d'autre dans le village, qui était à 100 mètres, il mettait quand même un timbre. Qui n'était pas... Mais parce qu'il disait, c'est le monopole de l'État, donc moi, si j'envoie un courrier, il faut que je paye, même si c'est moi qui l'apporte, courrier. Bon. Mais il y avait donc, dans cette époque, qui était le début du XXe, il y avait une espèce de respect pour l'argent public qu'on ne gaspillait pas. C'était vraiment... Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires sont les premiers à s'en mettre plein les fouilles. Donc, je sais pas, le vol est considéré aujourd'hui comme normal. Oui, parce qu'on vérifie pas, parce qu'on a des financements dans tous les sens, du coup ça se perd, on sait pas où ça va, et ça n'intéresse personne, quoi. Mais tout le monde s'en fout. Ouais. Et tout le monde s'en fout. Et donc cette idée de faire un audit des dépenses de l'État pour savoir où passe notre pognon, dont je parle sans arrêt, mais comment voulez-vous gérer quelque chose si vous savez pas combien rentre, combien sort, ce qui reste au milieu, et là où il y a des fuites? C'est n'importe quoi, quand même. Et dans le même registre, donc de l'intelligence artificielle, c'est un peu l'information miroir de la dernière. Donc Google veut concurrencer ChatGPT, qui a été racheté par Microsoft. Et en fait, la plupart des ingénieurs qui sont sur le coup, ce sont des Français. Voilà. Ah mais ça, c'est un autre audit qu'on pourrait faire, qui avait été fait dans les années 70 en Grande-Bretagne, quand il y avait eu ce qu'on appelait le brain drain, vous savez, la fuite des cerveaux. C'est comme je l'ai expliqué souvent ici. À l'époque, je me baladais beaucoup, je me balade un peu moins. Mais j'allais en Californie avec des Gaulois, j'allais en Floride avec des Gaulois, j'allais à Hong Kong avec des Gaulois, enfin bref. Est-ce qu'il y a eu une étude sérieuse faite sur la fuite des cerveaux français dans le monde? À ma connaissance, pas. On ne sait pas. Je sais pas, quelqu'un m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les 2/3 des promotions d'HEC, de Polytechnique ou de Centrale, le lendemain du moment où ils avaient leur diplôme, ils se retrouvaient à l'étranger, quoi. Personne ne veut travailler en France. Je veux bien le croire, ouais. Je veux bien le croire parce que d'un coup, juste en traversant l'Atlantique, ils se retrouvent avec des salaires XXL alors qu'aujourd'hui, ils sont payés que dalle, enfin en France. C'est ce qui était arrivé à mon cher fils, dont j'ai déjà parlé ici, qui est le patron de cette boîte, mais lui, il a fait une université américaine, ensuite lieutenant dans les chasseurs alpins, vous savez, il nous protégeait contre les Suisses, ce qui était vachement... C'est toujours bien, il faut les surveiller, on sait jamais. On sait jamais, il faut les surveiller, ces Suisses, vous savez, ils auraient tendance à envahir la France parce qu'on vit tellement mieux chez nous que chez eux que... Non, on va rien vous faire. Donc bref, il nous surveillait, il nous protégeait contre les Suisses, et donc il est embauché par la BNP, je crois, qui a une espèce d'usine à former des gens dans la banlieue, dans la campagne en France. Ils sont 200, 300. Il y avait toute une série de gars plus brillants que les uns que les autres. Il sort premier les doigts dans le nez. Et les types lui disent, bien entendu, vous allez travailler au siège. Il leur a dit, bien entendu, rien du tout. Si je travaille au siège, je sais combien je serai payé à Paris. Il me restera à peu près 50 € par mois pour m'amuser. Vous allez me nommer à Hong Kong, où il m'en restera 500. Ouais. Parce que l'impôt est à 15%, parce qu'il n'y a pas toutes ces charges imbéciles, parce que tout ça. Et il n'est jamais venu retravailler en France, parce que c'est votre niveau de vie à compétence égale. Aujourd'hui, spécialement si vous êtes dans ceux qui ont tendance à être bien payés ou très bien payés, eh bien, c'est à peu près le tiers en France de ce qu'il est à l'étranger. Donc, tous les gars qui sont créateurs de valeur foutent le camp. Et je disais, ce qui n'est pas drôle d'ailleurs, qu'on importe des bacs -7 pour exporter des bacs +7. Ouais. Ça me paraît pas un truc qui va nous amener à une grosse croissance. C'est pas un modèle qui me paraît extrêmement tangible sur la longueur. Ouais. Non, il ne marchera pas. Donc, voilà un autre endroit où on n'a pas d'informations. Et je ne réussis pas à avoir des informations. Quelle est exactement la fuite des cerveaux en France ? Il n'y a rien. Enfin, à ma connaissance, si les auditeurs ont vu passer des études qui me préviennent, parce que j'aimerais bien savoir exactement. Par exemple, sur une promotion de Polytechnique qui est sortie il y a 15-20 ans, il y en a combien qui sont en France ?
Et combien qui sont sortis? Ce serait intéressant de Peut-être savoir. Polytechnique doit le savoir. Ouais. Parce qu'ils suivent les élèves. Je pense que éventuellement, ce qui arrive très Mais ça souvent. n'arrive pas à l'ENA. Hein. L'ENA, ils travaillent Non, en France. l'ENA, oui, là on. On sait à quoi ils sont bons en France oui. et personne n'en veut à l'extérieur. À l'ENA, on est très patriote et très enraciné Très en enraciné France, dans la culture oui, française. Oui, il n'y a pas de Tout problème. à fait. Oui, Et éventuellement, personne surtout. ce qui peut arriver, je pense, c'est que ces gens-là, donc très diplômés, vont d'abord à l'étranger. Ça arrive très souvent qu'ils reviennent en France derrière, sauf que c'est quand ils ont pris suffisamment de galons à l'étranger pour avoir derrière un salaire à 5 chiffres en France, quoi. Parce que sinon, c'est pas impossible, mais en même temps, ça, c'est s'ils ont épousé une Française. S'ils partent à l'étranger quand on a 23-24 ans, comme le mien, et qu'il épouse une Américaine, il ne reviendra pas, celui-là. C'est vrai que le mariage est assez déterminant là-dedans. Ouais, tout à fait. C'est tout ce que je voulais évoquer par rapport à ça. Ensuite, je voudrais vous raconter une histoire sur l'intelligence artificielle qui m'a fasciné, moi. Dites-moi. Parce que bon, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Vous pensez bien que des gars comme Google, qui ont des sommes gigantesques. Et alors, il y a quelques années, ils ont travaillé sur l'intelligence artificielle et ils ont commencé à se faire parler de 2 ordinateurs l'un à l'autre pour voir ce qu'ils allaient faire, etc. Et puis, au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que les 2 ordinateurs avaient inventé un langage qui se parlait dans ce langage et qu'ils ne comprenaient plus rien. Donc, ils ont débranché les ordinateurs vite fait. Ouais. Parce qu'ils ne savaient plus. Les 2 ordinateurs se parlaient sans arrêt, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils se disaient, quoi. Ah, la vache. Donc, quand même, faut peut-être faire un peu attention à ce qu'on fait là. Ouais, c'est pareil. Microsoft se pose la question de comment intégrer ChatGPT au robot. Donc avec des consignes qui vont pas du tout être intellectuelles et qui vont être physiques. C'est-à-dire apporte-moi un café. Vous ne tapez que sur les gens de droite. Donc voilà, ça va de apportez-moi un café à celui-là j'aime pas trop, si on pouvait le liquider ce serait sympa. Voilà, avec toute une batterie entre les 2 ordres. Il y a Isaac Asimov qui a beaucoup écrit sur les roseaux avec les lois de la robotique, etc. Oui, tout à fait. C'est ceux qui ont lu Fondation savent de quoi on parle. Tout à fait, oui, c'est lui qui a écrit les lois de la robotique. Il y a quelques pays, dont l'Irlande, les États-Unis, qui pensent éventuellement à supprimer, interdire TikTok. C'est aussi une consigne à la Commission européenne. Ils l'ont interdit, ça y est. Voilà. Ça a été fait hier, je crois. Donc, à la Commission européenne, si vous êtes député ou n'importe quoi, vous n'avez pas le droit d'ouvrir TikTok sur votre téléphone, parce que, en fait, ils pensent que les Chinois nous observent à travers ça, que ce soit vrai ou que ce soit faux, je sais pas. Mais enfin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on se pose une question qui, à mon avis, est quasiment une question de civilisation et de préférence de surveillance. C'est-à-dire, on préfère se surveiller entre nous, entre pays occidentaux, que être surveillé par les Chinois. On a un peu ça. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et ça, pour le coup, c'est avéré, les Chinois ont un algorithme spécial de TikTok en Chine. Donc, ils savent que, évidemment, ça va être les ados et les jeunes adultes qui vont aller dessus. Et donc, il y a beaucoup... Moi, je suis sur TikTok toute la journée. Oui, je sais, mais vous êtes une exception. Je ne vois pas un ado. Mais d'ailleurs, enfin, ça marcherait quelles que soient les catégories d'âge dessus. Mais ils ont un algorithme qui promeut vraiment le côté éducatif, alors qu'en Occident, ils ont un autre algorithme qui va prévoir beaucoup plus la débilisation avec des danses bizarres. Enfin, voilà. Donc, ils ont pas le même algorithme. Je crois que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, si je peux me permettre. Les façons dont ces algorithmes marchent dans ce genre de truc, c'est que les algorithmes suivent ce que vous faites. Donc, si vous vous intéressez à l'éducation, si vous voulez devenir meilleur, il va vous proposer de plus en plus de trucs d'éducation. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les Chinois qui sont sur TikTok, ils essayent de s'éduquer par l'intermédiaire de TikTok. Et nous, on a des bourrins qui pensent qu'à regarder des trucs complètement idiots. Oui. Et donc, ça décrit plutôt la jeunesse de 18-20 ans en Chine, la jeunesse de 18-20 ans aux États-Unis, en Europe, qui n'a pas exactement
les mêmes besoins, quoi. Alors c'est peut-être vrai, mais pour le coup, l'algorithme à la base est vraiment différent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des contenus qui sont automatiquement mis en avant si c'est du contenu éducationnel, si vous êtes en Chine, alors que le contenu est vraiment, pour le coup, très différent. Mais c'est-à-dire que même si vous arrivez sur la page de base de TikTok, donc c'est-à-dire que TikTok ne sait pas ce que vous aimez puisque vous n'avez jamais regardé de vidéo dessus, ce qu'ils vont vous mettre dès le début en Occident et en Chine, c'est pas le même contenu déjà. C'est possible, ça. Mais alors, ça m'amuse beaucoup parce que, bon, les Français ne le savent pas, mais il y a une loi qui a été passée quand Bill Barr était le ministre de la Justice aux États-Unis sous Trump, qui était que toutes ces activités qui se passent sur Gmail, Google, YouTube, etc., les autorités américaines avaient non seulement le droit, mais le devoir de les communiquer au gouvernement américain. C'est-à-dire que, et comme toutes les activités, pas d'intelligence artificielle, mais de ce qu'on appelle l'endroit où il y a où on met tous les trucs en stockage, là. Les serveurs. Les serveurs, etc. C'est complètement dominé, tout ça, par les États-Unis. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis, aujourd'hui, par exemple, le ministère de la Défense français a toutes ces informations confidentielles, etc., qui sont sur des serveurs qui, finalement, auxquels les Américains ont accès, puisqu'il n'y a qu'eux qui sont capables de retenir tout ça. Bon. Donc, ce que les Américains... ils sont très fâchés, parce que ce qui se passe sur TikTok, ils ne sont pas au courant. Donc, c'est pas... qui sont fâchés que la Chine soit au courant, c'est qu'ils sont plus au courant. Ouais. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'ils interdisent TikTok pour nous faire plaisir. Moi, dans le même genre d'idée, toutes les cartes de crédit que vous avez, d'un Visa, etc., se compensent in fine aux États-Unis. Donc, si le gouvernement américain veut savoir comment je dépense mon argent, ils ont qu'à regarder ma carte American Express, ma carte Visa, ma carte ceci, etc. Et hop, ils savent où je suis, quand je vais, etc. Ouais. Et il n'y a qu'une carte, qui est offerte à HSBC par exemple, qui est compensée en Chine. Et donc, je l'ai. Parce qu'honnêtement, que le gouvernement chinois sache ce que je fais, j'en ai rien à foutre. Alors que le gouvernement américain, ou le gouvernement français, j'ai pas une confiance totale, quoi. Donc, encore une fois, on retrouve cette espèce de prégnance qu'on a partout, de cette énorme prise de contrôle de nos gouvernements sur nos vies, qui veulent savoir ce qu'on fait en temps réel, et dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui nous permet de ne plus être sous leur contrôle, ils deviennent livides. Et ils l'interdisent. Ça n'est rien d'autre qu'une tentative de conserver leur précaré, où ils peuvent savoir ce que je fais de mon fric en temps réel, et de façon à pouvoir me dénoncer le plus vite possible, à qui de droit. Donc c'est le vrai problème, c'est que nous qui étions censés être les défenseurs de la démocratie, c'est chez nous que le Big Brother est le plus intense. Que les Chinois qui contrôlent mon compte, je m'en fous. C'est eux qui me fassent. Oui, en tout cas, c'est sûr, à nous, ils peuvent a priori pas nous faire grand-chose. Et ils vont pas me dénoncer au gouvernement américain. Oui. Moi, je pense pas. Enfin, ouais, espérons. Non. Ensuite, c'est la dernière info. Au Royaume-Uni, on a 4 élèves d'un lycée qui ont été suspendus parce que je sais pas trop ce que c'était cette histoire. C'était une histoire de défi. Ils ont joué à Call of Duty, il y en a un qui a perdu, du coup il a dû être obligé par ses camarades, avec un gage, à abîmer un Coran. Donc en gros je décris un peu le crime. Donc la couverture a été un peu déchirée et il y avait quelques taches de saleté sur certaines pages. Ouais. Donc je rassure les gens, il n'y a pas eu de mort. Mais enfin il y a eu ça quand même. Et donc le principal du lycée a vu ce qu'il fallait faire avec une espèce d'association musulmane où du coup il y avait un grand chef musulman de je sais pas d'où du coin à qui il a parlé de cette affaire en leur disant bon voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire quoi. Et du coup les 4 élèves ont été suspendus de leur lycée.
Qu'est-ce que ça nous inspire, cette information? Ah, mon pauvre ami, attendez. Ce que ça m'inspire, c'est ça, c'est que le crime contre la religion, qui valait la peine de mort sous l'Ancien Régime, hein, vous savez, c'était quand vous disiez du mal de l'Église, a été aboli par la Convention, je crois, en 1793. Le crime de blasphème. Hein. Et en principe, comme on l'a souvent discuté ici avec des gens compétents, dans un pays, il ne peut exister qu'un seul droit. Donc la question c'est, on peut attaquer ces gamins, s'ils ont abîmé un livre de la bibliothèque qui est un bien public. À ce moment-là, on peut les attaquer pour avoir abîmé des biens publics et ils encourent la peine pour ça, qui doit être pas grand-chose. Mais si on fait passer ça maintenant sur le fait que c'est un Coran, qui est un livre de la parole de Dieu incréé, et qu'on commence à dire que le droit musulman doit s'appliquer sur les livres musulmans en Angleterre, ça veut dire qu'il y a deux droits qui vont émerger. Vous aurez la charia et vous aurez le common law. Ouais. Et ça, quand il y a deux droits qui apparaissent dans un pays, ça se termine toujours dans une guerre civile. Il y a un des deux droits qui doit gagner. Ouais. Donc, je vois partout ce désir, dans le fond, on va faire une loi à part pour les musulmans. Mais si on leur fait une loi à part, comment on se sort des contradictions avec notre propre loi? Je prends un autre exemple. La polygamie. Oui. Ben, elle est parfaitement admise dans le droit musulman. Oui. Donc, bon, vous avez des musulmans qui ont 4 femmes, allez. C'est interdit en France, ça. Parfaitement interdit. Mais à partir du moment où c'est le droit musulman, que c'est permis dans le Coran, mais qui sommes-nous pour interdire ce qui chez eux est permis, etc. Vous connaissez le... Donc, encore une fois, on se retrouve devant le problème qu'on a en France, en Angleterre, partout. On n'a plus la volonté de faire respecter notre droit. On va chercher des solutions à l'extérieur pour des gens qui, dans le fond, à qui on devrait dire « vous avez le droit de rester chez nous tant que vous voulez ». Vous êtes des citoyens, mais vous n'avez pas le droit d'un autre droit. Il peut y avoir dans un droit qu'un seul pays et que la loi soit égale pour tous. Mais d'ailleurs, vous savez, ça fait plusieurs décennies d'ailleurs que ça existe au Royaume-Uni, notamment dans les affaires familiales, il y a des tribunaux de la charia. Il y a au Canada aussi, il y a des tribunaux de la charia, mais ça pose des problèmes monstrueux. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Par exemple, le divorce. Ouais. Le divorce, dans le monde musulman, bon, vous dites 3 fois je te balance, et bon, elle s'en va. Mais elle a pas droit à grand-chose, quoi. Parce que dans le droit en Californie, vous prenez la moitié des trucs, quoi. C'est clair. Donc vous allez faire arbitrer votre tribunal, votre divorce par la charia, et puis la femme se retrouve une main devant, une main derrière, quoi. Donc, si vous voulez, ça pose des problèmes civilisationnels monstrueux. Donc, que des gens comme des professeurs d'école ou des directeurs d'école ne comprennent pas qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul droit dans un pays, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre, à mon époque, on aurait mis 2 grands coups de pied dans le derrière aux gamins, et puis une claque en 3e, et puis on leur aurait dit, maintenant, on recommence pas. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas de raison d'en faire une affaire d'État. Mais ça veut dire quelque chose au fond de nous-mêmes, c'est que nous avons peur des musulmans. On a peur de leur réaction. Et donc, c'est ça qui me frappe le plus, c'est que les gens me disent islamophobie. Si vous traduisez islamophobie, ça veut dire peur de l'islam. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des tas de gens au pouvoir qui ont peur des réactions des musulmans sur des problèmes comme celui-là. Il est en principe un homme politique fait appliquer la loi, il n'a pas à avoir peur. Mais d'ailleurs, c'était il y a quelques mois que j'avais entendu parler de ce truc-là, c'était en France. En France, on va avoir, je sais plus, un musée justement du terrorisme, mais du terrorisme islamiste. Et dans ce musée, en fait, ceux qui sont en charge du truc disent qu'ils ne veulent pas afficher les caricatures de Charlie Hebdo parce que précisément, ils ont peur
De se faire tuer aussi. Du risque d'attentat. Je trouve que c'est assez fascinant de vouloir faire un musée qui parle de ce truc, mais en même temps dire oui, mais enfin, il y a quand même un risque d'attentat. Oui, c'est le principe. C'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est quand vous avez peur, c'est ce que j'ose dire, c'est la réaction de Munich. Vous savez, vous envoyez Daladier et Chamberlain, et puis quand vous avez peur de Hitler et des Allemands, et aujourd'hui, partout, ça veut dire que ces gens-là pensent qu'il est profondément raciste, que les musulmans vont réagir d'une façon musulmane à un problème qui se passe en France. Si c'est le cas, c'est problématique. Il faut vite leur faire passer cette idée des enfants détruit un Coran, mon Dieu, c'est jamais qu'un bout de papier, quoi. Et c'est pas Donc, comment il s'appelle le chevalier de la Barre, celui qui avait été tué, c'était en 1773, je sais pas, quelque chose par là. Il avait refusé de se découvrir devant une procession qui passait avec l'hostie. Ouais. Et ensuite, il avait été exécuté, on l'avait tapé, enfin bref, il avait été mis en morceaux. Et Voltaire en avait fait un cas fameux en disant, enfin, on a bien le droit de ne pas se découvrir, d'avoir une procession. Et ça a été considéré comme un progrès de la liberté. Mais est-ce que ces gens-là ne se rendent pas compte qu'on va vers une régression de la liberté ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut attaquer les mosquées. Je dis que si quelqu'un brûle un Coran, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid, quoi. Bon, c'est bien triste pour le Coran, mais je veux dire, il a pas eu mal. Hein. Oui, mais voilà, c'est pas que c'est un bon comportement, mais c'est que juste, on ne devrait pas le considérer que c'est un livre particulier et qu'on devrait faire appel à une association particulière pour savoir quelle est la punition pour avoir surtout que évidemment on sait très bien qu'il n'y aurait eu aucune punition, en tout cas pas de ce genre s'il s'agissait d'une Bible, quoi. Voilà. Ça aurait été considéré comme une affaire parfaitement interne, on n'aurait pas demandé à un prêtre d'intervenir, on lui aurait dit tu rachètes la Bible et voilà. Tu la remplaces, tu la rachètes, tu la fais réparer, tu fais ce que tu veux, mais tu arrêtes de faire des bêtises, quoi. Mais tout ça, c'est troublant parce qu'on voit bien donc cette espèce de conflit de civilisations qui sont en train de s'interpénétrer, mais qui sont en contact l'une de l'autre depuis 1000 ans, quoi. Il y a toute une série de principes qu'on a développés dans notre civilisation et qui ne sont pas appliqués dans l'autre et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de principes ici qui ne sont pas appliqués dans la nôtre. Mais il me semble qu'on devrait avoir une espèce de discussion entre gens vivant en France ou en Europe pour dire voilà les points sur lesquels nous sommes complètement intransigeants. En aucun cas, nous ne passerons. Quelqu'un qui va casser une mosquée, oui, ça c'est embêtant. Quelqu'un qui dit du mal du prophète ou qui fait une caricature, oui, en effet. Et si on considère que c'est pas bien, c'est qu'on a un problème, nous. On a peur d'eux. Et la peur est mauvaise conseillère. Oui, et en plus de ça, la peur n'empêchera absolument pas justement les attentats, même au contraire, nourrira, à mon avis. Nourrira les attentats, parce que c'est comme ça qu'ils nous forceront à obéir, en nous faisant peur. C'est bien triste. Donc voilà, on termine sur cette note un peu négative à la fin. Mais c'était ça, les sujets dont je voulais parler cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous aviez envie d'évoquer encore un truc. Non, moi je suis assez calme en ce moment, je regarde les choses. Si je devais dire une chose ici, c'est que c'est mon domaine de prédilection, qui est l'économie bien sûr, c'est que les gouvernements depuis 3-4 ans ont laissé sortir de la bouteille l'inflation. Et qu'ils sont tous en train d'expliquer que maintenant ça va pas durer, ça va retomber, etc. Oui, Bruno Le Maire nous expliquait il y a quelques mois que le pic de l'inflation était derrière nous, et là il nous expliquait il y a quelques semaines qu'il est bientôt fini. Oui, il est bientôt fini. Donc, mais tout ça, donc ce que je veux dire par là, c'est ce que disait le gouverneur de la Banque centrale que j'aimais beaucoup, qui était l'Allemand. Dans les années 80, il disait l'inflation, c'est comme
Si vous pressez sur un tube de dentifrice, vous savez, une fois que la pâte est sortie, c'est difficile de la remettre dedans. Les gens sous-estiment totalement, une fois que l'inflation est partie, combien c'est difficile de revenir à une stabilité. Ça prend un temps fou et des souffrances énormes. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que, par exemple, aujourd'hui, tous les grands magasins sont en train de renégocier leur contrat annuel avec leurs fournisseurs. Et ce que disait Michel-Édouard Leclerc, là, je l'écoutais à la télévision, j'en revenais pas, il me disait, mais on va arriver des hausses de 20, de 30, de 40, de 60% sur les pâtes, sur le riz, sur le sucre, sur... Et donc, on va avoir un choc inflationniste en avril, quand tous ces nouveaux prix vont arriver dans le pipe, qui va être considérable. Donc, encore une fois, on a eu affaire à des galopins qui ont laissé s'échapper le génie de la bouteille. Et je vous assure que pour leur mettre dans la bouteille, ça va pas être dans la tarte. Moi, je crois pas du tout qu'on termine une période inflationniste facilement. Pas du tout. En tout cas, même selon Bruno Le Maire, qui est quand même le mec le plus optimiste de France sur l'économie, même pour lui, on n'a clairement pas fini. Et le pic de l'inflation n'est pas encore derrière nous. Et sachant en plus que on est sur des chiffres un petit peu comme l'année dernière, quoi, d'environ 6%, sauf que ce sont des chiffres de 6% qui s'ajoutent. Voilà, qui s'ajoutent déjà à ceux de l'an dernier, 2022, qui étaient déjà pas forcément évidents. Donc ce sera encore plus... Et donc si vous avez par exemple un portefeuille obligataire qui vous donne du 100, au bout d'une année, ça vaut plus que 94. Et puis l'année suivante, même si ça reste à 6, vous tombez à 85. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est-à-dire que le niveau de vie des gens qui ont des revenus stables va s'écrouler. Ouais, exactement. Et ceux qui étaient déjà à ric-rac vont être dans le négatif systématiquement, quoi. Ou alors vont devoir consommer encore moins qu'avant, et donc va peut-être perdre du poids, quoi, de manière pas forcément désirée. Désirée, oui. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a lancé l'inflation, on l'a fait exprès pour sauver cette imbécilité d'euros, et bien maintenant, le prix arrive, quoi. Ouais. Et ça va être, je suis désolé de le dire, mais ça va être plus pénible que ce que pensent les gens. Ouais, ça va être effectivement, ça va être un petit peu difficile. Ouais. Et on ne sait pas quand ça va se terminer. Et on sait pas, puisqu'on n'a pas commencé à prendre des mesures pour le traiter. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour cette semaine. Mais merci beaucoup. Voilà pour cette semaine, je vous remercie pour votre attention. Je rappelle comme d'habitude que nous sommes sur à peu près tous les réseaux sociaux de la planète, même TikTok. Et qu'on réussit pas à passer 235 000 sur abonnés. Je sais pas pourquoi c'est important, mais il faut que vous vous abonniez. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est important. Voilà, c'est un chiffre. Voilà, ça fait des mois qu'on traîne à 235 000. Ça roupille là-bas. Ouais, c'est pas terrible. Il faudrait qu'on tape au moins les 250 000. Quoi. Voilà. Et puis ensuite, on vous demandera. De toute façon, on vous demandera toujours plus. Donc, au pire, créez d'autres comptes et puis vous abonner avec. On s'en fout. Donc voilà, je vous remercie évidemment pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.